Alors Denis, ce qui est très agréable, c'est que c'est un artiste total, c'est-à-dire qu'à la fois il écrit, il peint, il sculpte, il s'intéresse au cinéma, il s'intéresse à la photographie, donc c'est vraiment très stimulant. D'autre part, à l'époque où nous nous sommes rencontrés, il était donc rédacteur en chef de Yevrobatsi. Yevrobatsi qui était un média franco-arménien, donc le titre était déjà très symbolique parce que ça veut dire européen, donc ça veut dire ouvrir l'Arménie à l'Europe et ouvrir aussi l'Europe à l'Arménie et aux Arméniens. Il y avait une pluralité dans le titre qui était très importante et il se trouve que j'ai assez vite collaboré épisodiquement à Yevrobatsi aussi, qui était une publication collective d'ailleurs. Donc c'est ce côté total qui est très intéressant. Denis Donikian, je dirais, c'est à la fois un appel et puis c'est aussi un vertige, c'est-à-dire que il y a un appel c'est-à-dire qu'on est très vite séduit par la diversité de l'œuvre, aussi bien plastique que littéraire, bien sûr. Et puis c'est aussi un emportement parce que ça entraîne tout un tas de questionnements sur soi où on est forcément mis en question, quoi. Et donc ça suppose aussi une certaine constance et une certaine humilité aussi. Ouais, c'est ce que je dirais pour l'accompagnement de Denis Donikian. Je voudrais parler de ce que j'ai nommé le géonérisme. Alors le géonérisme, selon moi, c'est un composé d'abstraction et de figuration, de peinture figurative. Effectivement, le mélange des deux n'a jamais pratiquement été fait, du moins conçu en tant que création artistique. Et je dirais, ce que j'appelle moi le géonérisme se trouverait en fait dans la nature. C'est-à-dire que si on regarde de près des écorces d'arbres, ou si on regarde de très haut, je dirais par exemple des coulées de lave, ou certains lacs, eh bien on a effectivement une impression de travail de la nature qui peut être à la fois abstraite et qui peut être à la fois figurative. Alors tout cela est lié à ce que j'appelle moi le géonérisme, c'est-à-dire qui partirait d'une théorie qu'on appelle la théorie du chaos. C'est-à-dire que le monde est un chaos, mais un chaos organisé. Et tout le travail de la peinture, en ce qui me concerne en tout cas, c'est justement d'organiser le chaos, c'est de créer le chaos pour que le chaos s'organise par lui-même. Donc je travaille beaucoup avec des peintures fluides, et je fais en sorte que le tableau se crée lui-même. Je travaille sur la déclivité, bien sûr, du tableau. Je travaille sur la fluidité des pigments et je laisse se marier les éléments au cours de la nuit pendant le séchage. Et le lendemain, je trouve un tableau que je n'ai pas voulu, mais qui s'est voulu lui-même. En d'autres termes, il y a une forme d'autocréation du tableau. Et cette autocréation est en fait quelque chose qui ressemble à ce que l'on trouve autour de soi. Justement, l'exemple le plus frappant, ce sont les clichés vus de très haut faits par Arthus Bertrand, ou bien les fonds d'univers qui ont été photographiés par la sonde Hubble. Donc c'est un peu à ce niveau-là que j'ai travaillé. Je ne travaille pas avec le pinceau, je travaille uniquement avec des éléments, je dirais, naturels, et c'est ce que j'appelle le géonérisme, en ce sens que c'est la Terre qui elle-même suscite des formes de rêve, c'est-à-dire des choses informes qui sont en fait en correspondance avec ce que nous sommes. Je travaille surtout avec les coulures, donc le tableau est toujours coulé en fait,
Et pour ce qui concerne les sculptures, je travaille avec de la colle. Là aussi, c'est un matériau qui coule. Et sur ces colles qui sont séchées, souvent d'ailleurs dans lesquelles j'introduis des pigments, je fais couler les peintures qui s'accrochent au relief en fait. Et c'est ce qui donne justement à mes sculptures, je dirais, un caractère à la fois négligé, mais en même temps qui sont voulus, quoi. Le vrai travail du créateur, c'est de saisir un hasard, et de l'exploiter. Je prends un exemple. Quand Pollock fait tomber des gouttes sur un tableau, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'intéressant, il exploite ce hasard et il devient Pollock. Et moi, ça a été la même chose. J'ai travaillé sur des hasards que j'ai su exploiter, comme par exemple justement ces peintures que j'utilise, qui ne sont pas des peintures grasses, ces peintures à l'huile, mais des peintures avec beaucoup je dirais, de vernis, et ça me permet effectivement d'ouvrir une nouvelle voie. Donc à partir de là, on peut aller très très loin dans les formes, dans les coloris, et dans les formats aussi, on peut aller très très loin, mais je me suis arrêté parce que à partir du moment où je ne trouve pas d'autres hasards, je ne rencontre pas d'autres hasards, c'est inutile d'aller plus loin, quoi. Ça c'est l'Arménie et ça c'est le Khalabar, c'est-à-dire que c'est l'épine qui embête l'Arménie. Ouais, d'accord, l'épine dans le pied. Là c'est l'Arménien obsédé par l'Arménie, parce que si vous regardez bien, dans son cerveau il y a une garde de l'Arménie. Ouais. Le gars qui est vraiment marqué. Ouais. Non, on est tous, hein. Là c'est l'Arménie avec avec la corruption, etc. Les araignées, des monstrueuses, etc. Il y en a un autre où il y avait les $, mais je ne sais plus où il est. Et voici que l'hier le plus lointain rencontrait des possibles imaginaires, comme si un illuminé d'écriture avait brutalement réuni dans ses mots des extrêmes incompatibles dans la réalité, dinosaures et ordinateurs par exemple. Dans ma tête, se mariait un passé d'avant l'homme, et une chose qu'il aurait conçue de toutes pièces. Autant d'alliances déraisonnables, propices à me faire quitter le cours ordinaire de la vie. Un cheval se cabrait devant une meute de violents agressifs qui baignaient dans le sang. Des figures de noyés tantôt émergeaient des flots, tantôt plongeaient dans les profondeurs. Une lutte impitoyable se livrait dans mon imagination entre deux puissances antagonistes. Le cheval s'énervait en frappant des sabots pour éviter l'encerclement, tandis que les archers brandissaient leurs pointes pour l'atteindre au ventre. Du sang coulait sur la robe de l'animal, et sa vue le rendait plus fou que jamais. Brusquement, il s'abattit sans crier gare sur le premier violon qui avait rampé pour le toucher au flanc gauche. Les cordes lancèrent un gémissement désarticulé. D'autres prenaient aussitôt la relève et tentaient une approche.
mais le cheval rendait leurs mouvements hésitants par ses attaques imprévisibles. Le spectacle des violons fracassés et de la bête en proie à leurs assauts me causait une sombre agitation. Que voulaient signifier ces charges instrumentales contre un animal qui déventait sa vie? Au même instant, une mutation s'opéra dans mes images. À la place des violons et du cheval, apparurent 5 avions, couchés les uns près des autres devant une statue de Bouddha en état de méditation. Il ne s'agissait pas d'un cimetière pour vieux coucous mis au rencard, c'étaient de grands voyageurs endormis. Ils avaient connu des pays, traversé des espaces, accompagné des nuages, réuni des hommes. Et voilà qu'ils étaient fatigués. Ils avaient quitté leur lieu d'attache pour rejoindre cet îlot hors du temps. Ici, ils oubliaient toute frénésie liée aux envols, aux horaires, aux escales. Ils étaient comme des fidèles recueillis, soumis à la dévotion du Bouddha. Ils n'entendaient plus les bruits lourds des moteurs, ni les sifflements de l'air quand leurs ailes coupaient le vent. Ils n'éprouvaient plus ni vertige, ni solitude, ni ce froid qui règne dans l'espace. L'homme-dieu les réconciliait avec le vide qu'ils fréquentaient quotidiennement. Leur métal ne hurlait plus. Ils s'humanisaient par le silence. Je me régalais de cette limpidité. Elle m'éclairait intérieurement. J'étais une souris dans la jouvence. Mais voilà, j'ai glissé de ma boule blanche et j'ai basculé dans un autre univers. Un air glacial me brûlait la plante des pieds. J'étais debout sur une sorte de passerelle réduite à un fil, c'est dire combien était précaire ma position. Je devais me maintenir en équilibre pour éviter de tomber. Tomber où? Allez savoir. Un sol rouge jonchait de têtes humaines sur lequel chevauchaient des spectres armés de lances redoutables. Un froid d'acier montait vers moi, me saisissant aux jambes. Je me sentais devenir aussi dur que du métal. Brusquement, je me rendis compte que je marchais sur la lame d'un cimeterre géant dont la pointe recourbée rejoignait le sol. Des créatures aux bras multiples, aux mains en forme de crocs, m'offraient le spectacle de leur laideur pour m'effrayer. Elles exerçaient sur mon esprit une telle force de fascination qu'à certains moments j'éprouvais de brèves pertes de conscience. À ce jeu-là, j'étais sûr de me trouver bientôt la proie de ces Shylocks. Par chance, j'étais armé d'une épée et d'une dague, et je comptais bien en user le cas échéant. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour qu'une aussi violente situation, vieille comme le monde, me fût donnée? J'étais comme un vivant dans la trame d'un livre confronté aux démons les plus intraitables. Et visiblement, il n'avait pas d'autre but que de me précipiter à terre et de me faire la peau. Certes, la vie d'un homme est fleurie de dangers et de catastrophes. J'avais beau savoir ça, je me demandais encore pourquoi j'avais été désigné pour affronter cette voie dont je ne comprenais pas l'issue. Et confiance, me disais-je, et confiance, tandis que les sales gueules rôdaient autour de ma vie. Je craignais à tout moment de me trouver sur la partie courbe de la lame. Cette obsession provoquait dans ma tête des figures de cercles et d'angles qui s'entremêlaient, des profils de sphères et de pics rocheux. Je serrais si fort mon épée et ma dague qu'elles disparurent. Mes mains ainsi vidées se détendirent et mon corps tout entier qui venait tout juste d'échapper à la frénésie du combat se retrouva plongé aussi. Plutôt, qu'avais-je fait pour être ainsi tenu à l'écart? C'est alors que je le vis. Un œil aussi gros que ma propre tête était braqué sur moi. Dans une lumière qui n'avait pas la vulgarité des éclairages urbains et qui ne ressemblait en rien aux luminosités données par le soleil, même les plus vastes ou les plus ardentes. J'étais debout dans un décor de signes inhabituels. Je reconnus ces formes en angle ou demi-cercle qui m'avaient agité l'esprit quelques instants auparavant. Et en effet, autour de moi, s'élevaient des montagnes rondes et des triangulaires, sur la face desquelles s'étaient figées des flammes jaunes, des rouges sang et des vertes, qui fusionnaient pour créer des couleurs insolites. J'étais submergée par le lieu. Je me sentais à l'unisson de cet incendie qui ne consumait rien, comme si j'avais toujours eu envie d'être là,
citoyen de cet ailleurs retrouvé. Je demeurais debout, les bras ballants, et j'attendais quelque chose. Mais qu'est-ce que j'attendais? Une impression qui ne m'avait pas lâché, celle-là. J'avais un creux au plus profond. Qui doit venir me prendre? J'étais de plus en plus perplexe, d'autant que je sentais peser sur moi un regard impossible à déterminer. Il était partout, il remplissait le temps, pas une seconde qui ne fût infusée de sa présence. J'avais beau faire... Mais qu'est-ce que je pouvais faire vraiment pour habiter ce temps, moi aussi? Plutôt, qu'avais-je fait pour être ainsi tenu à l'écart? C'est alors que je le vis. Un œil aussi gros que ma propre tête était braqué sur moi. Un œil puissant. Prêt à me prendre en défaut. Il me transperçait l'esprit. Il cherchait à orienter mes gestes. Suspendu dans l'air, il m'obligeait à lever la tête. Avant d'être chair, on est. Dans une Anatolie panique, un serpent se faufile au milieu des naïfs. Les possesseurs de haches frappent tous ceux qui naissent impunément, mutilant à jamais Christ, Église, enfants et femmes. Les démons dégoulinants de charogne bravent les dieux impuissants. C'était en l'an 1915, année du grand merdier de sang. À l'ombre des guerres européennes, on massacrait des innocents coupables d'encombrer leur propre terre. Je vins au monde avec ça, sous des ciels qui lâchaient leurs coliques. On tire, on troue, on tue, mes jouets saignent, mon frère me couve avec son bras, corps du serpent sur nos épaules. À chaque étage du temps, un œil suit mon portrait d'ange qui sanguinole. Photo de classe, je porte un pull à bateau avec cet air mauvais du rancunier. Ma mère me jetait à l'école, mais j'épousais les bras de la sirène. Femme au fait de l'escalier m'attend, polonaise, que j'ai surprise en soutien-gorge rose cochon. Mon entrée dans la chair tragique des interdits. Ma tête me serre, elle éclate. Collégien rue Troyon à Sèvres, j'ai l'air d'un chef de gare en communion. Dans la chapelle, je parle, mais je parle au portrait de la Vierge peint avec des bleus énigmatiques pour assagir cafard, exil, confusion. Dès lors et désormais, les filles qui me mettront au monde, parfumées aux prurites de leur race, seront des voix cherchées au tréfonds de mon sang. Mais le démon à cornes, ricanant, bousilleur d'idéal, fera 1000 fois baisser le prix des absolus. Je crois alors qu'on m'a violé l'esprit. Chaque jour me pèse la catastrophe. Pris en photo d'école, mes deux enfants sourient à leur vie dans l'enfer des bagnoles. Quand l'autre est en désir de paradis, son chien corbeau sur l'épaule gauche, Pinocchio garde l'entrée du ciel, le grand ciel qui vient après Éole. Metteur en scène du sang dessus-dessous, qui vient après les trois vieillards, trois masques figés dans leur agonie de voyeurs. Derrière, aussitôt, vous salue chacun des trois tels qu'en eux-mêmes. Grenouille, astronaute, Quasimodo cochon, Schtroumpf pédale au paradis des animaux ou Pépé a pris corps d'araignée Spider-Man. Une poule fait l'œuf dans un bras de poupée, dans un autre naît un faon. Je suis singe pilotant une autonef parmi les buissons qui regardent les cactus et les palmiers nains jaunes, où vont en paix biches et lions, élans et chiens, chevaux, poulains, moutons et vaches, ou à cochons couvés tous en famille, phacochères et tricératops. Je suis homme fait en fin de compte rien qu'un baigneur rempli d'air, et que saisit le dieu Zeus, commandeur de la foudre, debout au seuil du temps qui n'est plus temps. Ursula me fait entrer par son passage. J'ai perdu mon visage, son vide et noir, ainsi que la déesse aux yeux si sereins qu'ils inquiètent, tant son amour est agissant. Quand j'aurai accompli la terre, debout dans le cylindre étroit, tout à coup projeté vers un silence fait de questions, je serai ou ce mort achevé, ou ce vivant en devenir.
Mes masques auront fini d'unir les mots à la matière. Puisse le centre habiter en moi, mon œil faire éclore le noyau. Non, il fait ça achevé, comme là, c'est achevé. Ce livre-là, oui. Ah ouais, mais son grand-père. Denis Denekian, pour moi, c'est un ouvreur d'horizons. Tu vois, c'est quelqu'un qui ouvre des portes, qui ouvre des chemins, et qui les ouvre aux non-arméniens, par ailleurs, ce qui est mon cas. Et tout ce qu'il fait, là, on est environné de ses œuvres. Ce sont aussi des œuvres qui ouvrent aussi l'horizon, qui justement empêchent tout ce qui est l'occlusion, l'interdit, la fermeture. Et en ça, c'est libérateur. Et Denis, on s'est rencontrés dans une cave, un peu comme les premiers chrétiens au début de l'année de l'Arménie. C'était le lancement de l'année de l'Arménie et donc c'était très impressionnant parce que des gens se rencontraient là pour la première fois. C'est dans une galerie d'art où il y avait à la fois des tapis arméniens et aussi des têtes de mort dans une crypte très symbolique d'ailleurs. Donc il y avait à la fois pour moi une tapisserie qui se tissait et il y avait aussi la présence obsédante de la mort et de thèmes très graves. Et il se trouve que j'avais déjà commencé à lire un peu Denis avant de le rencontrer et que toute cette thématique-là se cristallisait. Voilà. Ça a été une cristallisation. Bon, c'est un peu banal comme formule, mais ça a été vraiment ça. Et le fait que moi-même je suis issu de 2 diasporas, puisque mon grand-père a pas mal bourlingué avant de se fixer en Algérie et de repartir en Italie, et que ma mère est d'une ancienne famille d'Algérie. Tout ça, ça me parlait énormément. Et je viens aussi d'une famille, ce que Denis raconte très bien aussi dans ses livres, c'est-à-dire le fait qu'on improvise des explications parce qu'on ne les a pas, les parents ne peuvent pas les donner. Et j'ai grandi dans ce climat-là, très oppressant, de silence, d'interdit, de souffrance non dite. Ce n'est pas uniquement les Arméniens, c'est aussi d'autres diasporas. Et donc j'ai été vers Denis comme vers un frère, littéralement. Je parle de mon enfance puisqu'on voit des bébés, la tête avec une photo de moi quand je suis bébé. Et puis au fur et à mesure, je monte avec mon adolescence quand j'étais au collège Moukhtaryan. Toutes les petites les amis que j'ai eus quand j'avais un certain âge, hein, entre 20 et 25 ans ou un peu plus. Je dirais que ce qui est lancinant, c'est le rapport entre le même, l'origine, le différent, j'allais dire l'océanique et le personnel. En fait, c'est comment être à la fois soi-même sans être prisonnier de ce qui nous constitue, mais en même temps aller vers le pluriel sans s'y perdre. Tout ça, ce sont des contradictions très nourrissantes en fait, parce qu'on a toujours besoin d'aller vers l'ailleurs, d'aller vers l'autre et d'être autre avec un S, mais il faut aussi pouvoir se construire là-dedans et ne pas forcément épouser le chaos ou la disparition. Et ça, ce sont des questions qui se posent tout le temps. Bah, je dirais que c'est un passeur de frontières, voilà ce que je pourrais dire. Je ne peux pas dire autrement. Donc c'est quelqu'un qui fait circuler les choses, les idées, qui met en relation les gens, comme ça il y a une espèce d'homme orchestre, mais en fait je veux dire c'est quelque chose, enfin c'est une façon d'être qui est très je dirais c'est le mot d'ouverture qui compte. Voilà. C'est le mot qui me vient là. Et d'autre part aussi le courage, ça c'est très important. Parce que c'est pas du tout évident d'aller d'aller à l'encontre de ce qui fait le communautaire. Parce que le communautaire peut très bien se révéler ossifiant ou aliénant. Et ça aussi c'est pas si évident que ça. Justement, moi ce que j'apprécie à titre personnel chez Denis et son œuvre, enfin tout ce qu'il fait, c'est que d'abord c'est universalisant, c'est universalisé, voilà. Et donc ça parle aussi bien à quelqu'un qui peut être d'origine créole ou quelqu'un qui vient d'une diaspora, je sais pas moi, juive ukrainienne ou bien mexicain. Je veux dire quand on est issu d'un empilement de violence et d'exil, on peut tout à fait s'y reconnaître. Et c'est en ça qu'il y a une universalité de sa démarche. La connaissance de soi, elle est liée aux événements que l'on rencontre et que l'on n'a pas soupçonnés. On peut un jour, virtuellement, on a en nous je dirais
des qualités où on a des, je dirais ou des défauts qui se révèlent à l'occasion d'une aventure à laquelle on ne pensait pas, d'un incident auquel on ne pensait pas. Et d'un seul coup, on est obligé, nous, de prendre position, et cette position et ce choix fait que nous nous révélons à nous-mêmes ce que nous sommes. Et donc, on ne peut jamais dire ce que l'on est tant qu'on n'a pas vécu complètement, je dirais, sa vie, et tant qu'on n'a pas rencontré des événements qui vous révèlent à vous-même.